Bonjour à toutes et tous. Alors, et bienvenue à cette édition 2020 de la Fête de la Science qui est organisée par l'AFM Téléthon. Donc, on est dans un des 5 apéros au labo qui ont lieu aujourd'hui. Moi, je m'appelle Delphine, je travaille à l'AFM Téléthon et je serai le modérateur de l'événement de ce soir que nous allons partager ensemble. Alors, l'AFM Téléthon qui organise cet événement, c'est une association de malades et de parents de malades dont le combat vise à mettre au point des médicaments innovants et à aider les personnes qui sont atteintes de maladies neuromusculaires pour vivre du mieux possible avec leur pathologie. La stratégie de l'association, c'est une stratégie d'intérêt général et qui finance la recherche sur des centaines de pathologies différentes, que ce soit des maladies de l'œil, du sang, de la peau, du muscle ou des déficits immunitaires. Aujourd'hui, puisque vous êtes là, que vous soyez donateur, bénévole, famille, vous êtes avec nous et merci beaucoup. Les premières victoires qui ont été obtenues grâce aux dons du Téléthon, c'est aussi en partie grâce à vous, grâce au travail des chercheurs financés par le Téléthon. Donc on a des victoires pour de nombreuses maladies, mais il en reste beaucoup d'autres. Il reste encore beaucoup à faire pour avancer sur toutes les maladies qui n'ont pas encore de solution. Et nous allons partager toutes les victoires déjà obtenues et les avancées des recherches dans tous les apéros, dont celui de ce soir. Alors pour le déroulé d'aujourd'hui et de cet événement, dans le contexte sanitaire que vous connaissez tous, eh bien, on propose une édition totalement revisitée, digitale. Voilà, on va vous proposer plein de sujets, et celui de ce soir avec France qui va l'animer. Alors, au cours de ce rendez-vous qui part sur 1 heure, on va vous proposer de suivre une petite présentation de France sur comment comprendre et traiter la perte musculaire liée à l'âge. On va, pour le confort de tout le monde, vous proposer d'éteindre les micros et les caméras, de suivre l'intervention de France. Pour votre information aussi et pour qu'on puisse mettre le contenu de ce soir à disposition d'autres, on lance l'enregistrement de cet apéro. Il sera ensuite mis à disposition via le YouTube de l'AFM Téléthon. Je vous propose aussi, si vous avez des questions, de les noter dans la conversation. Petite icône conversation qui doit apparaître en haut de votre écran, d'y noter vos questions au fur et à mesure qu'elles vous arrivent. Et on vous donnera la parole et on reprendra les questions ensemble à la fin de de la présentation. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à France qui va nous partager sa présentation et qui va démarrer. À toi, France. Bonjour à tous, donc je vais partager ma présentation. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Vous pouvez me... C'est en cours là. D'accord. Je vais attendre un petit peu. Si voilà, ça y est, elle est à l'écran. Tu peux y aller. D'accord, très bien. Donc la thématique d'aujourd'hui, effectivement, c'est comprendre et traiter la perte musculaire liée à l'âge. Donc je vais commencer par vous donner quelques informations sur le muscle squelettique. En fait, il existe 3 grandes familles de cellules musculaires. Le muscle squelettique qui s'appelle squelettique parce qu'il est rattaché au squelette. Le muscle cardiaque, qui est un muscle très particulier avec une structure particulière et bien sûr une fonction aussi particulière. Et le muscle lisse, qui tapisse la paroi des vaisseaux et de certains organes, comme par exemple le côlon. Donc ces 3 grandes familles, en fait, regroupent 640 muscles, dont 570 muscles striés squelettiques. Alors, les muscles squelettiques permettent d'assurer la motricité du corps dans son environnement et ils sont sous contrôle volontaire du système nerveux central. Donc ça, c'est une notion qui est très importante pour ce que je vais vous dire après, notamment la plasticité, le maintien de notre masse musculaire qui, par ailleurs, correspond à peu près à 40% de notre masse corporelle. Donc c'est vraiment un tissu qui est très important pour notre organisme. Donc, comme je vous le disais, ce muscle squelettique est sous contrôle du système nerveux central et comme vous pouvez le voir sur le schéma de gauche, la
spinal cord, la moelle épinière, en fait, envoie des nerfs qui vont se brancher sur les fibres musculaires, que vous pouvez voir ici, comme des prises électriques, fibres musculaires qui composent le muscle, qui sont rattachées à l'os. Donc, on a donc une interaction, une association qui est intime et à bénéfice mutuel de cette interaction entre ces nerfs qu'on appelle les motoneurones et les fibres musculaires. Donc, il y a 5 propriétés essentielles du muscle squelettique, c'est l'excitabilité. Les muscles vont réagir à une stimulation qui peut être apportée par les motoneurones, comme je vous l'ai montré sur le schéma. À cette stimulation, les muscles vont se contracter. Donc, une propriété essentielle également, c'est la contractilité. Et ces fibres musculaires et ce muscle est capable de reprendre sa forme initiale après la contraction. Donc, il y a une propriété d'élasticité. Et enfin, ce muscle peut s'adapter à sa taille, adapter sa taille selon les stimuli extérieurs. Et donc ça, c'est une propriété de plasticité. Donc, cette relation nerf-muscle, motoneurone-muscle, est une association intime, durable et à bénéfice mutuel. Pourquoi? Parce que le muscle a besoin de se contracter pour garder sa masse musculaire. Et il se contracte grâce à un mécanisme qu'on appelle excitation-contraction, l'excitation étant amenée par le motoneurone, qui va venir exciter le muscle, qui va venir se contracter. Alors sur ce petit film que je vais commenter, vous allez voir que, comme je vous le disais tout à l'heure, on part en fait du système nerveux central, on a un influx électrique qui arrive au niveau des motoneurones et qui va se propager le long de la fibre musculaire. Cette fibre musculaire va réagir à cette excitation. Comme vous pouvez le voir ici, ça bug un petit peu. Désolée. Est-ce que vous arrivez à voir le film quand même? Parce que chez moi, ça bug beaucoup. Oui, ça se déroule. D'accord. Donc, en fait, cette excitation va venir se propager à l'intérieur de la fibre musculaire, comme vous pouvez le voir ici, grâce à des invaginations de la membrane de la fibre musculaire qui vont venir interagir avec des structures à l'intérieur de la fibre et qui vont venir activer des protéines qui sont capables de ressentir un voltage. Donc, c'est des protéines voltage sensor, dont cette activité électrique amenée par le motoneurone qui se propage sur la fibre musculaire à l'intérieur de la fibre musculaire va venir activer ces voltages sensors et qui vont libérer du calcium dans la fibre. Et ça va provoquer la contraction, comme vous pouvez le voir ici, du muscle. Donc c'est le mécanisme d'excitation-contraction avec une relation vraiment intime entre le motoneurone et le muscle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le muscle, il est capable d'avoir une propriété essentielle qui est la plasticité. Donc, cette plasticité du muscle, c'est la capacité à pouvoir grossir ou à pouvoir diminuer en fonction des stimuli extérieurs. Et donc, comme vous pouvez le voir à gauche, cette masse musculaire qui augmente, elle est associée à ce qu'on appelle une synthèse protéique, c'est-à-dire que le matériel musculaire va se synthétiser pour former de plus en plus de matériel et faire grossir le muscle. Dans certaines conditions, on a une diminution de cette masse musculaire et là, on assiste à une dégradation en fait de ce matériel musculaire. Donc, l'augmentation de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et elle est due notamment quand vous faites de l'exercice ou de la musculation, on a donc une augmentation de cette masse musculaire, une hypertrophie, qui est associée à une synthèse du matériel musculaire. Par contre, quand vous avez une diminution de la masse musculaire qui peut être provoquée soit par une maladie neuromusculaire qui va impliquer qu'on n'a plus cette connexion entre le motoneurone et le muscle et le muscle n'a plus la capacité de se contracter, alors il dégénère et il s'atrophie. C'est le cas des maladies neuromusculaires quand on a une anomalie au niveau des motoneurones, mais également au niveau du muscle, l'un ou l'autre. Ça peut être aussi le cas lors d'une immobilisation prolongée. Par exemple, quand on est plâtré, tout fonctionne correctement, hein, le motoneurone, le muscle, sauf qu'il n'y a plus de contraction. Et lorsqu'on est plâtré, on perd très très vite sa masse musculaire, uniquement due au fait qu'on n'a plus de contraction.
Et donc, quand on est plâtré notamment, une diminution qui peut aller de 40% de la masse musculaire en 15 jours. Et on a également le vieillissement qui est associé à une diminution de la masse musculaire. Et ce phénomène de diminution de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle l'atrophie. L'atrophie lors du vieillissement, aujourd'hui, ça a été décrété comme étant une maladie qui s'appelle la sarcopénie. Ça a été déclaré comme étant une maladie par l'OMS en 2016. Et sa définition aujourd'hui, qui a été revisitée en 2019, c'est une pathologie musculaire qui est liée au vieillissement et qui se caractérise par une perte excessive de la masse musculaire et de la force, pouvant entraîner une diminution des performances physiques. Le diagnostic de cette maladie se fait après 65 ans par plusieurs critères, notamment une mesure de la masse musculaire par imagerie, une mesure de la force musculaire. Là, on a des appareils qui permettent de mesurer la force de préhension de la main. Et on a aussi une mesure des performances physiques, et notamment avec des tests de vitesse de marche. Donc, lorsque ces paramètres sont altérés, on a donc une sarcopénie, donc une diminution de la masse et de la force du muscle squelettique. Cette diminution de perte de masse musculaire au cours du vieillissement peut atteindre jusqu'à 30% de la masse musculaire initiale qu'on a à 30 ans à l'âge de 80 ans. Cette diminution de masse musculaire, elle est caractérisée par une diminution du nombre de fibres. Comme vous pouvez le voir ici sur ce diagramme, on voit l'âge de 0 à 100 ans et on voit le nombre de fibres. Et je vous ai mis en bleu, en fait, le point de cassure, et on voit qu'aux alentours de 55-60 ans, on a un point de cassure qui fait qu'on commence à avoir un nombre de fibres qui diminue. On a également une diminution de la taille des fibres. Lorsque vous voyez ces deux images qui représentent, vous voyez en noir et en rouge, les fibres musculaires, dans un muscle d'une personne âgée de 23 ans, comparé à un muscle d'une personne de 71 ans, on peut voir que les fibres sont plus petites. Il y a également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une diminution de la force musculaire qui s'accélère autour de 60 ans. Encore une fois, sur ce schéma, vous voyez l'âge en abscisse et vous voyez le test de préhension au niveau de la force de la main. Et je vous ai mis en bleu, en fait, le point de cassure où on voit une accélération de cette diminution de la force musculaire qui est aux alentours de 60 ans. Donc, quels sont les facteurs qui favorisent la perte musculaire au cours du vieillissement? Alors, il y a des facteurs qui sont extérieurs, on va dire, environnementaux. On a la sédentarité, on a les modifications hormonales, qu'ils soient l'andropause ou la ménopause. On a des nutritions aussi, avec une diminution des apports alimentaires. Et puis, on peut avoir aussi des pathologies chroniques qui se sont associées, en fait, au cours de l'âge. Au niveau du muscle, comment ça se répercute? On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une synthèse protéique qui est diminuée, et c'est important pour faire le matériel musculaire, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et une augmentation de la dégradation. Donc ça, on a un déséquilibre en fait du contenu protéique et donc une diminution du matériel musculaire. On a aussi une baisse d'efficacité de la contraction. Quand on a le mécanisme d'excitation-contraction, c'est moins efficace pour faire de la force. On a aussi potentiellement une dénervation, c'est-à-dire que le motoneurone qui doit venir stimuler le muscle, il n'est plus aussi efficace et il peut même dégénérer et être dénervé. Le muscle est dénervé, donc il n'a plus de motoneurones qui viennent l'exciter pour qu'il puisse se contracter. Et un muscle qui ne se contracte pas, c'est un muscle qui diminue. On a aussi une diminution des capacités de régénération. Le muscle a une capacité de régénération. Quand on court, on peut se casser un petit peu des fibres musculaires qui sont réparées. Cette capacité de régénération du muscle, elle diminue aussi avec l'âge. On a une inflammation chronique qui peut exister aussi, qui est liée à l'âge, avec par exemple des problèmes au niveau des articulations. Et puis on a aussi à l'intérieur du muscle des dysfonctionnements, notamment des mitochondries. Ce sont des petits organites qui permettent de produire de l'énergie. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui favorisent la perte musculaire au cours du vieillissement.
Alors la sarcopénie, pourquoi c'est important? Parce que c'est un enjeu de santé publique majeur qui a pour conséquence une perte d'autonomie, une augmentation du risque de fracture et de chute qui est la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans. Alors la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes de cette maladie dans une population à un moment donné, elle a été calculée et elle est aux alentours de 14,6% d'hommes, 16% de femmes de plus de 65 ans en Europe, et ça c'est une étude qui date de 2016. Ça représentait à peu près 11 à 19 millions de personnes sarcopéniques en Europe. Et les perspectives en fait, de l'évolution du vieillissement de la population amènent jusqu'à à peu près 20 à 32 millions de personnes sarcopéniques en Europe en 2045. Donc on a plus 68% sur cette évolution de personnes sarcopéniques. Alors c'est aussi un enjeu de santé publique majeur parce qu'il y a un coût économique dû à la perte d'autonomie et à la dépendance, et aussi aux hospitalisations. Ce coût économique a été calculé en 2000 aux États-Unis comme étant de 18 milliards de dollars. Bon, ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est qu'en 2020, la prise en charge, c'est aucun traitement médicamenteux. Donc, nous, dans l'équipe, on s'est intéressé à ce mécanisme de perte de masse musculaire, c'est-à-dire l'atrophie, qu'il soit dans les maladies neuromusculaires, dans l'immobilisation prolongée ou dans le vieillissement. C'était un mécanisme qui nous paraissait important parce que une équipe franco-italienne a montré que lorsqu'on avait une altération de la contraction, on a une atrophie. On peut penser que cette atrophie, donc cette diminution, va aller jusqu'à la perte du muscle, mais cette équipe a montré qu'en fait, il y a une réponse compensatoire à l'atrophie qui se met en place et qui évite la perte totale de muscles squelettiques lorsqu'on a une atrophie. Donc ce mécanisme de réponse compensatoire, il va lutter pour essayer de maintenir de la masse musculaire à tout prix. Et un des facteurs qui a été montré dans cette étude, important, crucial même, c'est le facteur qui est appelé GDF5. Donc c'était une découverte assez majeure de pouvoir concevoir qu'on avait une réponse de compensation à l'atrophie qui se mettait en place pour lutter contre la perte musculaire. Et nous, on s'est dit, cette réponse, on va l'étudier parce qu'elle peut être importante, de pouvoir la comprendre, de la décrypter et de pouvoir éventuellement l'utiliser contre la perte de masse musculaire. Et donc on s'est dit, alors dans le muscle qui vieillit, on a une diminution de la masse musculaire. Est-ce que cette réponse compensatoire est toujours aussi efficace dans le muscle qui vieillit? Est-ce que si elle était plus tout à fait efficace, on avait des fuites un peu dans la baignoire, si on imagine que le GDF5, c'est un bouchon qu'on a mis dans la baignoire pour éviter que le niveau de masse musculaire descende trop, est-ce que ce bouchon, il n'aurait pas quelques fuites au niveau de la sarcopénie, au niveau du vieillissement, qui ferait que on n'arrive pas tout à fait à maintenir la masse musculaire et que ça diminue, ça diminue. Donc c'est la question qu'on s'est posée. Pour ça, dans l'équipe, on a caractérisé un modèle de vieillissement. Donc on a des souris qu'on a laissées vieillir et on les a caractérisées avec les caractéristiques de vieillissement. Et donc on a regardé à quel âge ces souris commençaient à avoir une atrophie musculaire, à quel âge elles commençaient à avoir une diminution de force, à quel âge on avait une instabilité des jonctions, c'est les prises électriques entre les motoneurones et le muscle, et à quel âge on commençait à avoir une dénervation, c'est-à-dire que là, le muscle n'est plus du tout capable de se contracter, donc c'est vraiment un impact majeur. Donc on a déterminé là, chez ces souris, l'âge de ces paramètres de sarcopénie. Et on a regardé cette voie de compensation à l'atrophie dans des souris jeunes, pour lequel on avait une altération de l'activité électrique. Donc ici, on a une altération de l'activité électrique, on a une atrophie. Et ce qu'on a permis de montrer, c'est qu'effectivement, on a bien cette réponse compensatoire avec l'acteur majeur découvert par l'équipe franco-italienne de GDF5, mais notre équipe a permis de découvrir qu'on avait aussi un autre acteur qui était très important dans cette activation de cette voie compensatoire, qui est une protéine qui a un nom un petit peu compliqué, qu'on appelle CAV bêta 1E. Et cette protéine va donc activer la voie GDF5. On a regardé dans la souris âgée ce qui se passait. Donc, au cours du vieillissement, on a cette atrophie.
Et on a pu mettre en évidence que les deux facteurs majeurs importants dans la réponse compensatoire pour aider le muscle à ne pas trop diminuer étaient altérés. La protéine CAF bêta-1E était très diminuée et le GDF5 aussi. Donc, notre hypothèse qui était que cette voie de compensation était altérée et que du coup, c'est pour ça qu'on avait une diminution progressive de la masse musculaire, se confirmait. Et pour confirmer totalement cette hypothèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu remettre la protéine CAF bêta-1E et le GDF5 par thérapie génique. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on préservait la masse et la force des souris âgées qui ne perdaient plus de masse et qui gagnaient même de la force musculaire. Donc on prouvait bien que cette protéine CAF bêta-1E et le GDF5, cette voie de compensation, était une voie importante lorsqu'on avait une altération de la contraction dans les souris jeunes, mais également au niveau du vieillissement, puisqu'elle n'était plus assez efficace. Qu'est-ce qu'il en est chez l'homme? On a essayé de regarder, est-ce que tout ce qu'on avait regardé dans notre modèle de vieillissement murin était aussi retrouvé chez l'homme. Et pour ça, on a étudié des biopsies de personnes jeunes et de personnes âgées, donc les personnes de 20 à 42 ans et des biopsies de personnes de 70 à 80 ans. Et là, on a regardé comment était la protéine, notre protéine favorite, la CAF bêta-1E, dans ces biopsies musculaires, et on voit qu'elle est diminuée. Donc non seulement cette voie existe chez l'homme, cette protéine CAF bêta-1E existe aussi chez l'homme, on l'a découverte, et en plus, on voit qu'elle est diminuée chez les personnes âgées. Donc ça, je vous ai mis, pour faire un petit clin d'œil à toute l'équipe, la publication qui a relevé tous ces résultats. Donc, notre protéine bêta-1E ou GDF5, on l'a amené par thérapie génique, mais ce n'est pas forcément très facile pour développer un médicament. Donc on s'est dit, la protéine GDF5, elle existe, on arrive à la synthétiser sous forme d'une protéine recombinante. C'est un petit peu comme l'insuline recombinante. On a des techniques aujourd'hui, des technologies aujourd'hui qui permettent de synthétiser des protéines. Donc cette protéine recombinante GDF5, on arrive à la voir un peu comme un médicament. Et donc on a testé cette protéine recombinante GDF5 dans les souris âgées. Et on a pu voir qu'on avait une prise de masse et une amélioration de la force. Aujourd'hui, on va développer cette protéine recombinante GDF5, donc on a fait la preuve de principe. On est en train de l'optimiser parce qu'il faut qu'elle soit optimisée pour la donner dans la circulation et qu'elle soit stable aussi dans le sérum, etc., pour éviter la prise trop fréquente de cette protéine. Et on est dans une dynamique de développement, de validation, de développement préclinique et de développement clinique pour arriver à un traitement qui n'existe pas aujourd'hui pour les personnes âgées. Et là aussi, j'ai mis un petit clin d'œil parce que j'ai trouvé que ce schéma était un bon schéma. J'aimerais bien que ça puisse se passer comme ça. Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. Et c'est tout. Voilà. Donc, cette protéine GDF5 est un espoir pour nous, pour un traitement dans les situations de sarcopénie. Alors, on a les sarcopénies primaires qui sont liées à l'âge que je vous ai décrit, mais on a aussi des sarcopénies secondaires qui sont dues à des fractures, beaucoup de fractures de col du fémur chez les personnes âgées, à de l'immobilisation aussi. Les comas et les réanimations sont des situations d'immobilisation. On ne contracte plus nos muscles et on a une diminution très importante de la masse musculaire qui est très invalidante pour la récupération derrière des sorties de coma et de réanimation. La vie sédentaire et la malnutrition, je vous en ai parlé, les conditions inflammatoires aussi. Et puis, ce qui est un petit peu plus original, c'est que on va essayer de voir les effets potentiels de ce traitement avec la protéine recombinante GDF5 sur les effets de la microgravité avec les vols spatiaux. Donc, les astronautes qui partent dans l'espace, ils n'ont plus de contraction, ils sont obligés de faire de l'exercice 4 heures par jour, mais malgré ça, ils perdent 30% de leur masse musculaire. C'est pour ça que quand ils rentrent sur Terre, ils ont beaucoup de mal à marcher, donc il y a une récupération qui est vraiment lente et difficile. Donc voilà, on est aujourd'hui en réponse à un appel d'offres au Centre national d'études spatiales pour essayer de voir si on ne peut pas aussi appliquer ce traitement
et voir un petit peu s'il y a un bénéfice sur l'effet de la microgravité. Et puis bien sûr, dans l'équipe, on travaille à l'Institut de myologie. Ce travail est soutenu par la FM Téléthon, donc c'est important pour nous d'avoir l'aspect des pathologies neuromusculaires. Donc, on va regarder si on a un bénéfice, un traitement avec la protéine recombinante GDF5 sur des myopathies comme la DMD, mais aussi sur des maladies des motoneurones comme la SLA ou la SMA, sur des maladies du vieillissement comme la progéria. Et puis là, je vous ai fait une liste qui est non exhaustive, mais en tout cas sur des maladies qui touchent les motoneurones et qui peuvent aussi toucher les muscles comme les myopathies. Voilà, aussi un petit clin d'œil à l'équipe qui travaille sur ces projets à l'Institut de myologie. Et encore une fois, on est soutenu aujourd'hui en très grande partie par la FM Téléthon. Maintenant, à vous la parole. Eh bien, merci, France. On a quelques questions que nos participants ont posées sur le fil de la conversation. Et ce que je trouverais assez sympa, c'est que, alors on a plusieurs questions, c'est que peut-être les personnes qui les ont posées les formulent de vive voix. Donc, je vais peut-être commencer par Antoine. Salut France. Salut. Bon, ben moi je suis vraiment à l'apéro. Ouais. Mais bon, voilà. Moi, toutes ces questions, je pourrais te les poser au laboratoire, mais je trouve que c'est bien qu'il y ait une discussion autour de ta présentation. Donc, je voulais savoir si ce mécanisme que tu nous as présenté de GDF5 CAF bêta 1E, est-ce qu'il est généralisé, selon toi, aux 640 muscles squelettiques ou bien à une certaine sous-population, muscles type 1, type 2, postural, diaphragme, enfin voilà. Est-ce que tu peux Alors, on a 570 muscles squelettiques, mais c'est une super bonne question parce que on a aujourd'hui un recul au niveau de la souris, sur les muscles qu'on a testés. Ça a l'air d'être général. Et on a aussi mis en évidence chez l'homme, sur au moins 2 muscles, que l'existence de cette sous-unité bêta-1E. Voilà, des muscles, notamment le quadriceps, qui est très atteint avec la sarcopénie. Donc, c'est un mécanisme chez l'homme qui touche au moins le quadriceps chez l'homme et le fascia lata, et chez la souris, une majorité des muscles squelettiques, en tout cas de ce qu'on a regardé. Après, est-ce que ça va toucher de la même façon, en tout cas, ce mécanisme va être efficace de la même façon en fonction du type de muscle? Et donc là, on rentre un petit peu plus dans les détails. On a des types de muscles qui sont composés de fibres lentes ou de fibres rapides, qui ne vont pas être sollicités de la même façon. Et là, c'est encore une étude à faire, mais il semblerait que, quel que soit le type de fibre, on ait ce mécanisme qui soit aussi en place lors d'une altération de l'activité électrique. D'accord. Tu avais d'autres questions, Antoine? Ouais, en fait, j'ai un certain nombre de questions, France. Je m'excuse. Hein. Pas de souci. Je voulais savoir si, donc, si tu réactives cette voie, d'accord, GDF5 CAF bêta, en situation de sarcopénie, donc est-ce que les individus reforment du muscle? Tu nous l'as montré, oui, mais jusqu'à quel seuil? Et le seuil est à partir de quand? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel ça ne sert plus à rien? On a passé un seuil et donc ça ne sert plus à rien de balancer du GDF5 parce qu'on ne pourra plus refaire du muscle. Oui, alors donc ça c'est une bonne question aussi parce que c'est tout un travail en cours qui est que voilà, là on a traité les souris avec la protéine recombinante dans un état pré-sarcopénique et on a un maintien de la masse musculaire. Elles ne perdent plus, elles se maintiennent. Et on a une augmentation de la force et on a aussi une amélioration de l'activité contractile, c'est-à-dire que la vitesse de contraction est meilleure lorsque on traite avec le GDF5 ces souris qui étaient pré-sarcopéniques et qui sont rentrées dans la sarcopénie. Après, je pense qu'il ne faut pas aller... Malheureusement, il y a un état de sarcopénie avancée où peut-être on aura un peu plus de mal
pour revenir dans une masse musculaire qui puisse être efficace pour une reprise de force, et notamment, comme je vous l'ai montré, dans les stades plus tardifs de la sarcopénie, on a une dénervation, c'est-à-dire que là, vraiment, on perd en fait la capacité du motoneurone qui est plus très en forme de pouvoir contracter le muscle. Mais c'est des études qu'on aimerait mener, bien sûr, hein, pour pouvoir effectivement déterminer une fenêtre d'action. Est-ce que ça peut être préventif? Est-ce que ça peut être curatif? Et est-ce qu'après, dans les traits sarcopéniques, on pourrait améliorer leur masse musculaire? C'est toute une étude en cours, en fait. Et donc, du coup, ça m'amène à la question suivante, qui est une double question. Tu vas m'en vouloir. C'est donc, est-ce que vraiment le mécanisme de sarcopénie peut être exactement écrit en capital letter à la perte musculaire que tu observes chez les patients atteints de pathologie neuromusculaire? Et cette question, elle soulève une seconde, c'est que dans ta dernière diapositive, tu as dit que ton approche GDF5 pouvait potentiellement être appliquée aux patients qui étaient atteints d'énervation, de spinal cord injury. Mais à ce moment-là, en fait, si j'ai bien compris, GDF5 agit sur le muscle, mais si le muscle n'est pas énervé, cette thérapie ne pourra pas, en tout cas, être bénéfique sur le long terme. Est-ce que je me trompe? Sauf que ce que je t'ai dit tout à l'heure, et là je ne suis pas rentrée dans les détails, mais le GDF5 est important pour l'innervation aussi. Donc on sait que si on a un nerve crash, c'est-à-dire que si on détruit le motoneurone, on a besoin d'avoir du GDF5 pour que la reconnexion se fasse correctement. En plus, on a une amélioration de la vitesse de connexion, c'est-à-dire de la connectivité avec le GDF5, c'est-à-dire qu'on a amélioré la jonction, hein, la prise électrique, je dis ça pour les personnes, entre le motoneurone et le muscle. Donc, on a amélioré ça. Donc, on pourrait se dire quand même qu'on a une action sur le muscle percé, et puis on a aussi une action sur le branchement du motoneurone avec le muscle. Donc, potentiellement, sur aussi des maladies qui touchent les motoneurones. Super, merci. Alors, on avait aussi des questions de Jacqueline. Si vous voulez prendre la parole, Jacqueline, pour les deux questions très intéressantes que vous avez posées. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Très bien. Bon, c'est bon alors. Oui, donc ce GDF5, vous cherchez en gros à faire une sorte de médicament. Oui. Donc, il s'agit d'une protéine. Donc, ma Oui. question est, résiste-t-elle à la digestion ou faudrait-il l'inoculer par une autre voie? Alors, c'est une très bonne question. En fait, cette protéine, elle existe hein, physiologiquement dans l'organisme et elle est circulante. Donc, elle a une conformation quand même qui fait qu'elle est stable dans le sérum. Mais on s'est aperçu que quand même, elle n'était pas stable très longtemps. Donc, c'est pour ça que sur une des dernières diapositives, je vous ai montré en fait le développement qu'on est en train de faire au laboratoire. On va essayer d'optimiser cette structure quaternaire de cette protéine pour la rendre plus stable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est en train de tester aussi les voies d'administration. Donc, on est en train de tester une voie d'administration en intramusculaire, en sous-cutané, en intraveineux. Et là, on va voir si effectivement, on a les mêmes doses, on a la même efficacité. Et tout ça, c'est un travail en fait de développement qu'on est en train de réaliser au laboratoire. Mais per se, la protéine GDF5 est physiologique, circulante. Donc, elle est dans son état physiologique quand même capable de circuler et de pouvoir atteindre les muscles. Voilà. Oui, mais on va essayer d'améliorer ça. Elle n'existe pas uniquement in situ, quoi. Elle circule. Non, non, non. En fait, cette voie de compensation à l'atrophie, elle a été mise en évidence physiologiquement, j'allais dire, mais de façon, elle existe naturellement. Hein, c'est une voie qui est mise en place lorsque le muscle s'aperçoit qu'il est en train de diminuer, et là, il se dit, bah, à un moment donné, il faut que je limite la casse. Il y a cette voie de compensation qui implique le GDF5 qui est mis en place. Donc ça, c'est physiologique, physiopathologique, on va dire. Donc nous, la protéine GDF5, on va s'en servir sous forme recombinée pour pouvoir l'administrer quand on n'en a plus assez ou quand on n'en a pas. D'accord. Mais normalement, elle est fabriquée par qui? Par le muscle? Oui, elle est fabriquée par le muscle. Mais pas seulement. On est en train aussi de l'étudier. Parce que c'est une protéine qui n'était pas connue, hein, très peu en définitive, par rapport à son action sur le muscle. Donc, on sait qu'elle est fabriquée par le muscle. Elle va venir de façon autocrine
être sécrétée par le muscle et revenir agir sur le muscle. Et elle est aussi capable de circuler. Et il y a aussi des articles scientifiques qui disent que, par exemple, le tissu adipeux pourrait aussi avoir des récepteurs qui permettraient de recevoir un effet du GDF5. D'accord. Alors, ma deuxième question, c'était le maintien d'une activité musculaire avec l'âge, donc qui est recommandé, est-il efficace et jusqu'à quel âge? En gros, quoi, parce que, par exemple, ouais. En fait, toutes les personnes de plus de 65 ans ne sont pas sarcopéniques, hein, heureusement, mais il y a quand même pas mal de facteurs environnementaux qui font qu'on a une diminution de la masse musculaire, même si on ne rentre pas dans une caractéristique de sarcopénie hein, qui doit prendre en compte la diminution forte de la masse, une diminution de la fonction et de la force. On a quand même une diminution qui est liée à l'âge. Alors c'est vrai que l'activité physique régulière, elle aide, hein, ce que disent tous les médecins et les cliniciens, elle aide à maintenir cette masse. Et plus on part d'une masse musculaire importante, plus cet effet de diminution va être moins impactante. Donc voilà, alors jusqu'à quel âge après, c'est très difficile de répondre parce qu'il y a beaucoup de paramètres aussi qui vont rentrer en jeu, hein, des maladies chroniques qui vont s'associer, des maladies articulaires, des problèmes articulaires qui font que, mais tant qu'on peut, en fait c'est ce que disent les cliniciens, tant qu'on peut, il faut. Voilà. Et puis avec des sports adaptés aussi, bien sûr. D'accord, ok. Bon, ben merci pour votre réponse. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant, donc je ne sais pas si quelqu'un parmi les participants a d'autres questions. N'hésitez pas. Bon, ben moi, je vais en reposer une alors. Est-ce qu'il a été étudié si le régime alimentaire a une influence? Oui, en fait, c'est quelque chose qui peut être associé à l'activité physique parce que ce qui a été décrit, c'est que chez les personnes âgées, il y a une moins bonne assimilation des protéines. Donc, cette moins bonne assimilation des protéines fait qu'on est obligé d'augmenter la dose protéine alimentaire dans la dose quotidienne. Donc, souvent, en fait, dans les traitements associés à la sarcopénie, hein, il y a une augmentation de la part protéique dans l'alimentation. C'est une des voies en fait qui est aujourd'hui préconisée pour lutter contre la sarcopénie. C'est pas un traitement, mais ça permet quand même de maintenir. Et est-ce qu'on sait pourquoi le vieillissement aboutit à la sarcopénie? Bon, vous l'avez décrit, hein, vous avez dit diminution d'un tas de choses, problèmes hormonaux, etc. Mais même si on n'a aucun problème, ça diminue de toute façon. Oui, c'est-à-dire que même si on n'a aucun problème de maladie chronique associée ou des choses comme ça diminue de toute façon, même si on ne rentre pas dans une sarcopénie hein, obligatoirement. Hein, les pourcentages, c'est à peu près 20% en gros, hein, en moyenne, entre 15 et 20%. De toute façon, il y a une baisse, mais qui est aussi liée, je pense, à plus de sédentarité, à une moins bonne assimilation des protéines. Voilà, donc aussi, il y a un déséquilibre dans le muscle, la synthèse protéique et la dégradation protéique, hein, ce qui fait que c'est moins efficace, on fait moins de matériel musculaire, les motoneurones sont moins efficaces, la contraction est moins efficace, donc tout ça c'est un faisceau en fait de choses qui fait qu'effectivement, il y a quand même une diminution de la masse et de la force avec l'âge. D'accord. Bon. Je dis ça parce que moi j'ai 73 ans et j'ai constaté que ça a été assez brutal. Pourtant, j'ai pas dû changer spécialement de mode de vie, mais enfin brutal entre guillemets, hein, ça a duré quand même quelques années, mais depuis 3-4 ans, je remarque que j'ai beaucoup moins de force, quoi qu'il arrive. Bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de traitement, donc voilà.
Eh bien, pas d'autres questions? Bon, ben moi, je vais Bonsoir, j'aurais arrêter une oui. petite question à vous poser. Est-ce que dans l'étude que vous faites pour la GDF5, donc qui servirait de médicament entre guillemets, vous pensez que ça va prendre combien de temps à peu près? Est-ce que vous avez une idée du temps que ça va prendre pour arriver à quelque chose de mise sur le marché, par exemple? C'est une longue aventure pour pour le développement de tous les médicaments, hein, d'ailleurs. Hein. On a déjà dessiné des perspectives avec des échéances sur les différentes étapes. On a différentes étapes. Et sur ces différentes étapes, ça peut s'arrêter à tout moment. Hein. Donc, on est là, on a la preuve de principe qui est faite. On est en train d'optimiser la protéine. Les essais précliniques, vraiment de doses, de toxicologie, etc., devraient être réalisés dans 2 ans. Et si tout se passe bien, on devrait commencer à rentrer dans les phases cliniques en 2024. Sachant qu'on rentre dans une phase clinique 1, il y a une phase clinique 2, il y a une phase clinique 3 avant l'autorisation de mise sur le marché, et il y a toutes ces étapes qui sont toujours longues et difficiles. Voilà. Mais Parce que vous êtes en recherche fondamentale, le développement, c'est pas vous qui allez le faire. alors nous, on est dans une équipe où on travaille, en fait, c'est une recherche translationnelle, ce qu'on appelle translationnelle, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche fondamentale, on identifie des cibles thérapeutiques, hein, des cibles qui pourraient servir de médicaments, et on amène en fait cette recherche en développement. Là, on est dans l'équipe, on va faire le développement des formes optimisées, on va regarder aussi les premières études des voies d'administration. Après, on va rentrer effectivement avec des partenaires, notamment Généton, pour essayer de commencer la préclinique. Mais on amène assez loin quand même le potentiel produit. Hein. Donc les équipes sont vraiment en recherche translationnelle. On est dans l'identification en recherche fondamentale, mais aussi dans le développement. D'accord. Ok, ben merci bien. Merci à vous. Pas d'autres questions du coup pour les autres participants. Est-ce qu'il te vient quelque chose à rajouter, France? Je pense que non, c'était avec les questions qui ont été posées, je pense qu'on a répondu un petit peu à tout. On a un peu balayé toutes les perspectives. Voilà, encore une fois, on a développé ce médicament dans le cadre de la sarcopénie. Mais ce que je voulais dire, oui, quand même, parce que de plus en plus, la FM Téléthon est dans cette stratégie, c'est-à-dire que les recherches sur les maladies génétiques rares nous apportent des informations importantes pour les maladies plus fréquentes, et les maladies plus fréquentes nous apportent aussi des informations très importantes potentiellement pour les maladies neuromusculaires. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était quand même un bel exemple de cette je ne sais pas comment dire, mais en tout cas de ces connaissances scientifiques qui peuvent amener dans les maladies génétiques rares et dans des maladies plus fréquentes, même si on est dans un institut de biologie qui a pour vocation par l'AFM de travailler sur les maladies génétiques rares. Donc voilà, c'était une petite... C'est le message, oui. Ouais. Ça sert aux maladies. La recherche sur les maladies rares bénéficie à tous. Oui, et inversement aussi. Voilà. Et inversement, c'est vrai qu'il faut le dire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier toutes et tous, qui que vous soyez, bénévoles ou je crois qu'il y a pas mal de bénévoles. Je crois qu'il y a il y a aussi des familles. Écoutez, merci à toutes et tous. On vous donne évidemment rendez-vous pour d'autres apéros au labo qui ont lieu demain et jusqu'à vendredi et samedi matin également, pour d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, que vous pouvez évidemment retrouver sur le site Fête de la Science. Et puis on vous donne aussi rendez-vous à une date très importante pour l'association, c'est le 4 et 5 décembre prochain pour
pour le Téléthon. Et puis, on vous remercie d'être là à nos côtés et de porter le combat et de nous aider à être au plus près de ces recherches et à les faire avancer, à faire de grands pas. Voilà. On vous dit à très vite, soit sur les apérolabos, soit au niveau du Téléthon. Voilà. Merci à toutes et tous et bon apéro. Merci.